Et justement, par rapport à toute cette évolution, on va parler un petit peu de Beans to Bar, parce que là, tu rigoles, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, c'est l'euphorie un peu partout dans le monde, bon, vraiment aux États-Unis, dans différents pays. La France commence aussi à prendre un petit peu du poil de la bête, comme je dirais. Qu'est-ce que toi tu penses de ce mouvement-là? Il peut avoir du très bon, comme il peut avoir du moins bon aussi. Ce qu'on constate, c'est que ça a démarré dans les pays anglo-saxons, donc les États-Unis, l'Angleterre. Ouais. En fait, ce sont des pays qui n'avaient pas de grandes connaissances dans le chocolat. Et ce sont des fous furieux qui ont décidé de s'y mettre. Pas toujours des chocolatiers. Donc, de temps en temps, on avait, au niveau de la finesse, je dirais, de la réalisation, c'était pas toujours parfait, mais l'idée a germé. L'indépendance vis-à-vis des grands couverturiers, le fait de pouvoir choisir ses variétés. Donc, ça, j'y crois beaucoup. Donc, ça veut dire de la fève jusqu'à la tablette. La maison Marcolini en Belgique a commencé comme ça. Et à l'époque, on a dit, mais c'est la folie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, d'où la bonne réputation du Belgian Chocolate, tous les chocolatiers travaillaient à partir de la fève, en France aussi. Dès que l'industrie a fait meilleur, c'est-à-dire descendait plus dans le nombre de microns, et que le chocolat, le cacao, la couverture était plus onctueuse, tous ont arrêté de travailler. Surtout en Belgique, puisqu'il y a moins de compagnonnage, et on achetait sa couverture aux grands couverturiers. En France aussi, il y a eu Valrhona, qui est quand même une élite, puisque eux ont vraiment cultivé d'une manière intelligente. L'image du cacao a monté grâce à cette société de couverturiers, mais qui pour moi n'est pas ce qu'on peut appeler un industriel du cacao, parce que derrière il y a une éthique que moi j'aime beaucoup, et qui a en fait donné ces lettres de noblesse au chocolat français. Parce qu'en fait, le chocolat français, il y a des excellents chocolatiers en France. Donc, eux achetaient leurs couvertures à souvent des couverturiers qui, eux, faisaient du beans to bar, c'est-à-dire avaient continué à faire ce que les parents faisaient. Et il y en a d'autres qui le font que pour eux-mêmes. Donc, vous avez des maisons comme la maison Bonnat ou Bernachon, qui sont des maisons qui, de génération en génération, ont continué à travailler à partir de la fève comme faisaient les parents. Ça, c'était plus ancré dans les racines, mais il y en a peu. Alors, depuis ce nouveau mouvement, bon, les industriels disent c'est impossible, c'est tout. Chacun trouve une bonne raison pour dire que c'est pas possible. Moi, je peux vous assurer que c'est possible. Mais c'est pas facile. Il faut quand même de bonnes machines, il ne faut pas se lancer n'importe comment et surtout avoir un dialogue vrai. C'est-à-dire pas dire je fais 100% de ma production quand ce n'est pas vrai et en faire du marketing et derrière acheter n'importe quoi. Et c'est là où est le piège. Moi, j'ai quand même une certaine éthique et je n'aime pas fournir du cacao. J'essaye toujours de savoir à qui j'en vends, donc il faut que je retrouve la folie de vouloir aller jusqu'à minimiser, faire un grand cru de propriété. C'est tout à fait possible. Il faut le courage de le faire. Oui, parce que c'est souvent des petites quantités, j'imagine. Mais c'est ça, donc c'est tout le problème, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Le gros problème est de pouvoir ramener, parce que personne ne va vous aider. Les brokers achètent en de grosses quantités, donc le fret, ce qui coûte cher, c'est toute la logistique pour amener des grands cacaos. Donc une petite quantité devra être traitée, revenir du bout du monde. Si vous la prenez par avion, ça va jusqu'à 2, 3, 4 euros en plus par kilo. Oui, donc ce qui peut gonfler énormément, trop. Voilà, cacao, donc il faut essayer de trouver où mettre dans des containers une petite partie ou trouver des mixages, trouver un même endroit ou dans un même port, vous avez plusieurs belles variétés qui vont pouvoir se transporter vers moi, mon cas, c'est de trouver un transport vers le port d'Anvers. Puisque je suis belge, du port d'Anvers, je stocke pour mes clients et je redispatche en petite quantité. Mais j'achète en petite quantité aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, après, c'est normal avec les variétés, etc. Voilà, vous avez de temps en temps des petites plantations où ils n'auront qu'une tonne. Et d'autres qui en auront beaucoup plus, mais qui seront d'excellentes plantations aussi. Donc la grandeur d'un même planteur sur un même terroir peut avoir différentes variétés génétiques, comme il peut avoir différents terroirs aussi. Donc là, il y a vraiment, et en fait, vous avez des centaines de variations, beaucoup plus que ce qu'on croit. On donne les 4 grandes catégories, bientôt on ne parlera pas plus de ça, on en expliquera qu'il y en a en fait déjà 10,
Et là-dedans, vous avez les sous-catégories. Mais quand vous parlez de ça, le grand public, il est perdu. Oui. Donc, il ne devrait pas l'être, parce qu'en fait, c'est tout simple. Quand vous voyez une étiquette d'un chocolat industriel et qu'on ne vous dit même pas qu'il vient de Côte d'Ivoire, là, vous n'avez même pas le thème. Est-ce que vous connaissez, vous, un produit ou une denrée alimentaire où on ne dit pas d'où elle vient? Eh bien, je vous dirais que ça existe dans les barres de chocolat. Bon, ça c'est quelque chose d'assez... Mais c'est ça, c'est comme ça, ça va changer. Parce que bon, il va y avoir évidemment, on va faire le cacao traçage et durable et tout ça. Il faut faire très attention aussi parce qu'on peut avoir une bonne traçabilité et vous mettre un hybride hyper productif qui n'aura aucun intérêt ni gustatif. Oui. Voilà. Justement. Donc il faut les deux, savoir ce qu'on a planté et où on l'a planté et comment on l'a planté et tout ce qui se passe ensuite. Tout à fait.